La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons commencer notre webinaire dans 5 minutes. Bonjour à tous, je suis Mademoiselle Okwe, assistante marketing à Microsafe Consulting. Nous sommes heureux de l'intérêt que vous portez à notre séminaire en ligne sur la digitalisation des processus de crédit. Avant de commencer, nous allons vous donner les consignes pratiques. Alors, les microphones des participants resteront en sourdine pendant toute la durée du webinaire. Si vous avez des questions tout au long de la présentation, nous vous prions de bien vouloir les noter dans la boîte aux questions juste à droite et le présentateur se fera une joie d'y répondre après sa présentation. Vous avez également l'opportunité de signaler des difficultés à nous entendre en tout temps pendant la présentation du webinaire. Notez que l'enregistrement du webinaire sera envoyé par courriel à tous les participants et aux personnes inscrites juste après le webinaire. Passons à la présentation de Microsafe Consulting. Pour ceux qui nous connaissent déjà, souffrez que nous nous présentons une fois de plus. Alors, MSC est un cabinet de conseil international spécialisé en inclusion financière, économique et sociale. Les activités de Microsafe Consulting tournent autour de 3 axes principaux: la recherche et l'étude, l'assistance technique ou le conseil et la formation
à travers son institut de formation, l'Institut ELIX. Nous intervenons dans différents secteurs que vous apercevez à l'écran. Nous comptons également parmi nos clients des gouvernements, des banques, des ONG, des opérateurs de téléphonie mobile. Concernant l'Institut ELIX de formation, sachez qu'avec plus de 800 participants déjà formés, l'Institut ELIX de finance digitale délivre des formations axées sur la finance digitale, bien sûr, en 3 formats. Des formations publiques de 3 à 5 jours sur Dakar, Abidjan et Lomé, des formations privées sur demande de l'institution, une formation en ligne accréditée par l'Université du Québec en Outaouais. Compte tenu de la crise sanitaire que nous traversons en ce moment du fait du coronavirus, nous avons adapté toutes nos formations en présentiel. Elles peuvent désormais être dispensées en ligne via Zoom. Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter nos sites Internet que nous allons inscrire maintenant dans la boîte aux questions. Passons à présent à la présentation des formateurs du jour. Nous avons M. Bokar Anne, analyste à MSC. Il a une expertise en finance conventionnelle et islamique, en fintech, gestion de risque, scoring ainsi qu'en transformation digitale. Nous avons également M. André Koch, fondateur et propriétaire de la société néerlandaise de développement de logiciels Stachanov. Le siège de Stachanov se trouve à Amsterdam et la société a également des bureaux à Dakar. Notre invité, M. André Koch, a été pendant plusieurs années chargé de cours pour la gestion financière des banques dans plusieurs universités. Il enseigne actuellement la gestion et la modélisation des risques pour Oracle University et ses clients. Enfin, nous avons M. Parfait Seka, expert en gestion de projets et programmes ainsi qu'en transformation digitale et système de paiement. M. Seka est également formateur au sein de l'Institut ELIX de finance digitale. Nous pouvons maintenant passer au vif du sujet. Bokar Anne, vous avez la parole. Bonsoir à tous et à toutes. Merci Kate pour la présentation. André, merci d'être présent parmi nous. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes chez vous. L'objectif de ce webinaire est de comprendre l'importance de la transformation digitale. Qu'est-ce qu'on entend par la digitalisation des processus de crédit, la méthodologie utilisée pour réussir cette digitalisation, l'importance d'implémenter une approche systémique à partir des flux de travail et d'avoir une base de données historique solide et enfin la notation du crédit. Voici notre agenda aujourd'hui qui est subdivisé en 4 parties. Transformation digitale, digitalisation des processus de crédit, méthodologie, aperçu pratique avec Stachanov. Il existe plusieurs raisons qui justifient la nécessité de la digitalisation des processus de crédit. Voyons ensemble quelques-unes. Premièrement, regardons ensemble ces chiffres. Voyez-vous la boîte à questions qui se situe à droite de votre écran? Je vous invite à faire vos commentaires et donner vos feedbacks ou poser des questions tout au long de notre séminaire. Taux de bancarisation IMOA, 35%. Nombre de comptes bancaires IMOA, 12 millions. Le nombre de comptes de mobile money, 37 millions. Pourquoi le nombre de comptes des émetteurs de monnaie électronique est supérieur à celui des institutions financières? Qu'est-ce qui ressort de ces chiffres? Pourquoi y a-t-il autant d'écart? Les institutions financières dans la zone sont vieilles de plus de 50 ans, alors que l'activité du mobile money n'a que 10 ans. Est-ce la faute de la réglementation? Est-ce que les institutions financières n'ont pas su répondre aux besoins et attentes de leurs clients? La question centrale, c'est de savoir pourquoi il y a autant de comptes de mobile money
que des comptes au niveau des institutions financières. Qu'est-ce que ces derniers ont s'y proposé de mieux en termes de produits, de canal et la facilité au niveau des processus? Deuxièmement, le caractère informel du marché. Partout en Afrique se développe un marché noir du crédit qui attire de plus en plus de personnes. En Côte d'Ivoire, par exemple, l'activité des margouillas font ravage. Les cibles ou victimes sont les fonctionnaires. Le mot margouillat, au sens figuré dans le jargon ivoirien, ne désigne pas le reptile, mais plutôt les usuriers, dont la profession première consiste à prêter de l'argent avec des taux de remboursement exorbitants. Partout dans nos pays, ce secteur continue à être un moyen de recours des populations qui sont retenant bien dans l'urgence, faisant face aux situations imprévues, préfèrent supporter des taux d'intérêt très élevés car le processus d'octroi de crédit est long et très lent au niveau des institutions financières. Nous ne mentionnerons pas que cela est dû au taux d'intérêt appliqué, car ceux du marché de l'informel sont plus élevés. Les explications se trouvent ailleurs. Le délai de traitement des dossiers, le temps d'attente du client qui, faisant face à un problème urgent, ne peut se permettre d'attendre si longtemps. Cela s'applique bien chez les relations banque-particulier que banque-PME. Beaucoup de recherches montrent que les promoteurs des PME sont assez critiques vis-à-vis des banques, soulignant leur manque de souplesse, la lenteur des transactions et une inadéquation des services financiers offerts par rapport à leurs besoins. Il faut trouver une solution. Nous y arriverons. Voyons à présent les perceptions des clients vis-à-vis des institutions financières. Qu'entendons-nous souvent? Les institutions financières ne prêtent qu'aux riches. Le crédit arrive en retard. Trop de papiers à fournir. Les montants ne tiennent pas compte des réalités. Le secteur informel est délaissé. Les institutions financières demandent beaucoup de garanties. Moi, Kate, vous, je suis sûr que ces phrases, nous les avons souvent entendues. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour répondre à ces préoccupations? Les institutions financières face à la pression réglementaire et des nouveaux concurrents, notamment les fournisseurs de mobile money, doivent-elles assouplir leur politique de crédit, accorder plus de crédit, améliorer leur processus ou proposer des services et produits adaptés? Finalement, l'avènement de la pandémie COVID-19 que nous vivons tous. La plupart des institutions financières ont déclenché leur plan de continuité des activités et sont confrontées à l'impact immédiat de la pandémie et aux nouvelles méthodes de travail. La situation actuelle oblige les gens à changer leur mode de vie. On sait tous que les institutions financières sont fortement dépendantes du maintien d'un cycle de trésorerie régulier pour maintenir leurs activités à flot. Les crédits sont un élément crucial de ce cycle. Les processus de prêt sont aujourd'hui confrontés à des perturbations considérables. Il y a deux raisons à cela. Premièrement, les particuliers et les entreprises n'ont pas contracté de prêt en raison des risques pour la santé liés à la nature physique du processus d'embarquement et de déboursement des prêts. Deuxièmement, les entreprises essaient de rester sur place et de résister à la tempête en réduisant leur activité financière, comme l'octroi des crédits. Malgré tous ces aléas, les entreprises, comme les particuliers, feront recours à leurs banques pour des facilités. De ce fait, l'automatisation sera essentielle pour gérer la demande accrue de crédit, le nombre croissant des clients en difficulté financière et les changements dans l'utilisation des canaux. Il est important dès lors que les institutions financières
procèdent à une digitalisation de leur processus de crédit pour prendre des décisions plus efficaces et plus rapides. Pour parler de la digitalisation des processus de crédit, il faut comprendre d'abord qu'est-ce que c'est que la transformation digitale. La transformation digitale, c'est l'adoption stratégique des technologies numériques pour améliorer les processus et la productivité, offrir de meilleures expériences aux clients et aux employés, gérer les risques commerciaux et contrôler les coûts. La transformation digitale est orientée expérience. L'expérience client désigne l'ensemble des émotions et sentiments ressentis par un client avant, pendant et après l'achat d'un produit ou service, grâce aux interactions qu'il a eues avec l'entreprise ou la marque. La transformation digitale est adaptable à toute entreprise, petite, moyenne ou grande. La transformation digitale, c'est la mise en place d'une approche centrée sur l'homme. Ce point nous mène à la question suivante. Nous créons de la valeur pour qui? Donc, toute conception de produit ou de processus doit tenir compte des besoins et attentes des clients. Et chez nous à MSC, nous avons une approche propre qu'on appelle le MI for ID, le Market Insight for Innovation and Design, qui est un élément important aujourd'hui à maîtriser par les acteurs de l'écosystème, afin de concevoir des produits ou services adaptés aux clients. La transformation digitale, c'est l'analyse de données et de connaissances. La transformation digitale, c'est l'utilisation des technologies flexibles. La transformation digitale, c'est la mise en place des partenariats stratégiques. Quels sont les éléments clés ou les axes de la transformation digitale? La transformation digitale au sein des institutions financières consiste soit à la digitalisation des produits, des processus et des canaux, soit deux éléments pris ensemble ou soit les trois au même moment. L'objet de notre webinaire d'aujourd'hui concerne les processus opérationnels. Il est important de rappeler que toute organisation, petite ou grande, pour le bon déroulement de ses activités, met en place un certain nombre de règles et de tâches interconnectées, constituant ainsi ce qu'on appelle un processus. Comme vous le voyez, l'ensemble des processus au sein d'une institution financière peuvent être digitalisés. Les institutions financières doivent renforcer leur compétitivité et répondre aux exigences de la clientèle. Pour cela, il est fondamental de mettre en œuvre une stratégie de digitalisation des processus et d'automatisation d'une partie ou de l'ensemble des processus métiers. Prenons un exemple ici. La digitalisation des transactions qui permettrait à un client de faire sa demande de prêt et de rembourser automatiquement de chez lui via son téléphone. Une approche multidimensionnelle est à suivre et cela permettrait de digitaliser l'ensemble du processus, que ce soit le front et ou le back-office. Nous avons conçu une formation en ligne très pratique intitulée « Réussir sa transformation digitale » dans laquelle tous ces éléments sont expliqués un à un. Je vous invite à vous y inscrire pour approfondir vos connaissances en la matière. Revenons à présent dans le vif du sujet. Voyons à présent le processus classique d'un crédit bancaire. Sur cette slide, nous montrons les étapes ou processus d'une demande de crédit dans une banque de la manière la plus standard possible. De la réception à la mise à disposition du crédit dans le compte du client, le client se présente chez son gestionnaire de compte, fait une demande et transmet un certain nombre de documents.
Le gestionnaire traite la demande en faisant une première étude, puis transmet au risque pour étude complémentaire. Néanmoins, rappelons ici que ce processus diffère d'une banque à une autre selon les procédures et pouvoirs de décision mis en place. La direction du crédit ou la direction du risque reçoit la demande, fait son étude, valide, émet un jugement et transmet le dossier au comité de crédit. Le comité de crédit se réunit, accepte ou refuse le dossier. En cas d'acceptation, le dossier est transmis à la direction d'exploitation pour la mise en place. Et enfin, le client est notifié parfois ou pas, après des allers-retours ou des appels téléphoniques, demandant le statut de son dossier. Se présente chez son gestionnaire pour signature des contrats et une fois signé, son crédit est mis à disposition. Que remarque-t-on? De longues procédures qui ne prennent pas en considération les attentes du client, qui peut être dans une situation d'urgence, et rappelons que le délai moyen de traitement d'un dossier de crédit peut être de 2 à 4 jours selon les institutions. La perte des dossiers lors des différentes transmissions, l'absence de la personne en charge ou la non-tenue d'un comité peuvent souvent arriver. Mais imaginons ensemble l'usage de la technologie ou du digital dans ce processus. Que pouvons-nous digitaliser dès lors? La demande, le titre, la validation, l'acceptation, la signature et décaissement. L'ensemble de ce processus peut être digitalisé. Comme mentionné, du front au back-office, tout peut être digitalisé. Quel serait le schéma alors? Nous pouvons penser, dans notre cas, au modèle suivant. La demande. La demande du client peut se faire sur une plateforme digitale, téléphone, centre d'appel, application bancaire, etc. L'étude de dossier. L'étude de la demande se fait par un algorithme, donc notation automatique, machine learning, etc. La vérification. Ce point est très important. Les étapes du dossier sont visibles par le client et la banque en temps réel. La décision. La décision est prise de manière efficiente avec un délai très court. Décaissement. Le décaissement se fait automatiquement via son téléphone ou tablette ou tout autre canal digital. Le remboursement. Le prêt est remboursé d'un simple clic et fait l'objet d'une offre personnalisée. Souvent digitalisé en profondeur, les processus de crédit revient à travailler à partir d'un workflow ou flux de travail bien défini, la mise en place d'une organisation plus souple et plus collaborative, et d'avoir une vision globale des processus via une solution BPM, Business Process Management, par exemple. Une solution BPM permet de modéliser, automatiser et piloter les processus métiers d'une entreprise pour obtenir de vrais bénéfices en termes de traçabilité, de conformité et d'efficacité opérationnelle. Si le processus de crédit a été digitalisé de manière efficiente, nous allons réduire les charges opérationnelles. Regardons de plus près la répartition de comptes de résultats d'une institution financière pour comprendre. Ce graphique est issu d'une étude effectuée par le cabinet MIX il y a quelques années sur un panel d'institutions de microfinance en Afrique subsaharienne. Nous constatons que le compte de résultats des institutions financières en général est réparti ainsi. Les charges opérationnelles, 62%, les charges financières, 23%, les prêts non performants, 5%, et 10% représentent uniquement les bénéfices. Si on se réfère au compte de résultats consolidé des bilans et compte de résultats des systèmes financiers décentralisés
de l'IMOA fourni par la BCEAO, il y a certes une grande amélioration, mais les charges opérationnelles représentent toujours plus de 50%. Un système de gestion automatisé de crédit performant doit permettre de maîtriser les charges opérationnelles et les prêts non performants. Je vous expliquerai comment dans la slide suivante et André nous fera une démonstration pratique. Voyez-vous l'image à votre droite? Vous avez déjà une réponse. Le bureau d'un banquier est toujours rempli de documents. À quoi ça sert réellement? Une question à 1 million de dollars. Ce qui nous importe ici, c'est de savoir comment on peut réduire considérablement les charges opérationnelles. Mais la réponse est simple. Un flux de travail digitalisé permettrait de structurer ce processus et de diminuer considérablement les charges opérationnelles. Nous avons parlé, nous avons expliqué qu'est-ce que c'est la transformation digitale, la nécessité de digitaliser les processus de crédit pour réduire le temps d'attente des clients. Parlons maintenant de la méthodologie afin d'y arriver. Pour arriver à la digitalisation des processus de crédit, il faut passer par une réingénierie des processus opérationnels. La réingénierie des processus est une approche visant à refondre des activités déjà en place afin de les améliorer. Elle permet de remettre en question les processus existants et examine l'entreprise du point de vue d'une feuille blanche. Dans notre cas, la réingénierie des processus de crédit peut se faire à plusieurs niveaux en digitalisant un certain nombre de processus identifiés au préalable afin de réduire les coûts de crédit par la mise en place de moyens de gestion des risques plus efficaces et la réduction des délais. Le time to yes d'approbation du crédit. Les objectifs de la réingénierie des processus sont réduire les coûts et les délais, améliorer la rentabilité et la rapidité et la rentabilité d'un processus, améliorer la satisfaction client et enfin améliorer la qualité et optimiser les services rendus. Notons que la réingénierie des processus n'est pas synonyme de digitalisation. Cependant, une certaine forme de digitalisation contribue en grande partie à la réingénierie des processus. Mais, il y a des prérequis avant la mise en œuvre de la réingénierie des processus de crédit. Il faut s'assurer qu'on dispose d'une bonne capacité d'automatisation du back-office. Avons-nous un système d'information assez solide, des bases de données fiables, un système informatique compatible avec les applications qu'on veut mettre en place, d'une connectivité régulière, Internet, GSM, etc. Une définition et description claire des processus utilisés. Allons-nous digitaliser l'ensemble du processus de crédit ou une partie? Et comment nous voudrions le faire? L'investissement dans les interfaces informatiques ou dans la solution BPM, les tablettes ou le changement total du système d'information. La formation du personnel de terrain et dans une certaine mesure des clients via des campagnes de communication et de sensibilisation. Et enfin, réfléchir aux partenariats stratégiques pour la digitalisation des processus. Une fois que nous nous sommes assurés que les prérequis sont bien tenus en compte et disponibles, nous pouvons nous lancer dans la réingénierie des processus. Voyons ensemble les étapes de la réingénierie des processus. Une institution financière ou toute entreprise qui souhaite s'y lancer
doit avoir une démarche structurée pour s'assurer du succès de son projet et de l'atteinte des objectifs qu'elle s'est fixés. La phase planification. La première étape consiste à développer la vision et les objectifs de la réingénierie des processus. Il faut se poser les questions suivantes. Pourquoi le changement de processus et quel est le résultat attendu? Par exemple, l'objectif aujourd'hui pour l'institution Z est la digitalisation de la demande de crédit en utilisant une application mobile et comme résultat souhaité, c'est de réduire le temps d'attente des clients. La deuxième étape, il faut comprendre les processus existants. Cela impliquerait la cartographie exhaustive des processus et procédures en place. Dans notre cas, l'examen du processus d'octroi de crédit existant au sein de l'institution. La troisième étape consiste à identifier les processus à digitaliser. Il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on veut digitaliser? Très simple. Par exemple, on veut permettre aux clients d'utiliser leur téléphone pour prendre des photos des demandes et les télécharger au lieu de se déplacer et fournir un document physique, papier. La quatrième étape, c'est d'identifier les leviers de changement. Technologie, optimisation des ressources, gestion de la redondance. Par exemple, la sélection de la tablette appropriée pouvant s'intégrer au système bancaire central ou système d'exploitation de l'institution. Après avoir bien planifié, nous passons à la phase de mise en œuvre. La cinquième étape consiste à implémenter les nouveaux processus. On passe à la phase pilote du nouveau processus ou de la nouvelle technologie avant la mise à l'échelle complète. Par exemple, faire des tests avec les smartphones pour les demandes de crédit et on l'essaye dans une ou deux agences de l'institution. La sixième étape, il faut rendre les nouveaux processus opérationnels ou effectifs. C'est-à-dire, on met à l'échelle le nouveau processus après la phase pilote. La septième étape consiste à évaluer les processus repensés. Il faut surveiller et évaluer l'impact et les résultats attendus. Il faut mettre en place des indicateurs de performance. Et enfin, la dernière étape consiste à une amélioration continue. Ce point est très essentiel. Il faut que l'institution financière s'assure que les nouveaux processus continueront à s'améliorer avec l'avènement de la technologie, c'est-à-dire surveiller le processus afin de rechercher les nouveaux ou les nouvelles opportunités d'amélioration. La digitalisation des processus de crédit s'inscrit donc au service de l'excellence opérationnelle à tous les niveaux organisationnels de l'entreprise. Ce travail de fond nécessite une véritable prise de recul et le nouveau référentiel obtenu doit rester vivant pour s'adapter continuellement aux évolutions des marchés et des technologies. J'arrive à la fin de ma présentation. Je vais passer la parole à André pour aligner la théorie à la pratique avec une démonstration via la plateforme Argos et nous en parler plus sur l'importance de la notation de crédit et d'avoir un flux de travail digitalisé. André, je te donne la parole. Allez-y, André, votre écran s'affiche. Bonjour à tous, je m'appelle André Koch et c'est à moi, après l'explication excellente de Bocard, de vous montrer comment tout ça marche en pratique.
On peut prendre des cours théoriques de natation, mais c'est toujours mieux d'aller à la plage ou à la piscine et de se jeter à l'eau. Alors, bienvenue à la piscine. D'ailleurs, je m'excuse, vous avez déjà remarqué que moi, je suis un barbare du Nord qui a du mal de s'exprimer dans la langue des gens cultivés, le français, mais on va se débrouiller. La solution Argos, c'est une solution qui est complètement basée sur l'Internet. Le logiciel est hébergé sur un serveur central et du côté d'utilisateur, on a seulement besoin d'un navigateur. Et toute la communication entre le navigateur et le serveur est encryptée. Alors, on va se connecter au système, voilà, et j'ai besoin d'un nom d'utilisateur et un mot de passe. À partir de ce mot de passe, le serveur va vous identifier et le serveur reconnaît votre rôle dans le système. Cela nous donne déjà le premier avantage de notre système de flux de travail parce que le système va assurer le respect de la matrice des pouvoirs. Ça veut dire que le système vous donne accès seulement aux droits que vous avez dans votre rôle. Okay. D'ailleurs, le système Argos est basé sur une plateforme. Ça veut dire que sur la base de cette plateforme, nous pouvons développer rapidement des solutions sur mesure qui sont complètement adaptées aux besoins de votre IMF et de votre banque. Alors, nous sommes dans le système et comme Bocard a expliqué, le fil conducteur, c'est le flux de travail. Et on va regarder ensemble un flux de travail dans le système. Voilà un flux de travail pour un prêt microcrédit. OK? C'est quoi un flux de travail? Un flux de travail, c'est comme un chemin de fer. Ici, c'est la gare de départ. Ici, à droite, c'est la gare terminus. Et on voit plusieurs stations en route. Le train de notre dossier d'une demande de crédit doit obligatoirement suivre le chemin de fer. Ça veut dire que le système impose le respect pour les procédures parce que pour les utilisateurs, pour les agents de notre banque, de notre IMF, c'est impossible de dévier du chemin de fer. En plus, on voit plusieurs gares, plusieurs stations, et chaque gare, chaque station est une étape dans notre processus. Et à cette station, à cette étape, on doit exécuter, effectuer une certaine tâche, un certain devoir, et le système va vérifier, va contrôler si vous avez, oui ou non, effectué cette tâche. Un autre avantage d'un système de flux de travail, c'est que le système vous donne un aperçu de la charge de travail de votre institution, de votre banque. Ici, sur le tableau de bord, vous voyez toutes les stations, toutes les étapes du flux de travail et le nombre de dossiers qui se trouvent dans chaque étape. Ça, c'est très important pour le management d'une banque d'avoir l'aperçu d'ensemble des dossiers en cours. En plus, on voit ici le temps de traitement moyenne pour chaque étape. Ça, c'est aussi intéressant parce que ça permettra à la direction de la banque de créer une approche, disons, scientifique de notre processus. On voit où se trouvent les bouchons dans le processus de la banque et ça vous permettra d'intervenir où cela est nécessaire.
Alors, un autre avantage, c'est que le flux de travail, le système, est connecté avec une base de données et toutes les données saisies dans les processus sont stockées dans cette base de données. Et cette base de données, c'est vraiment un trésor pour la banque pour faire des analyses statistiques. Et sur la base de ces analyses statistiques, on peut créer des graphiques comme ici. Ça, de nouveau, permettra une approche scientifique du travail d'un banquier. Alors, on va se connecter dans le rôle d'un agent de crédit. OK, et on va ensemble créer une nouvelle demande de crédit, un nouveau dossier. OK, on va le faire pour un client existant. OK, et le client s'appelle Sénégal Patate. Je vais le chercher. Voilà notre client. Je clique sur le dossier du client et je vois toutes les données de ce client, les actionnaires, l'adresse, etc. Alors, ici, sous l'onglet Prêt, on voit les anciens crédits de ce client. Et pour notre démonstration, nous allons créer une nouvelle demande de crédit. Donc, c'est un crédit microfinance. On clique ici pour créer ce nouveau dossier et voilà notre nouveau dossier. Maintenant, on est dedans et on voit il y a toute une série des onglets et ces onglets, ce sont des formulaires pour saisir les données dans le processus d'acceptance, d'évaluation de notre demande de crédit. Alors, je vais vous montrer rapidement objectif, expansion, montant exigé, l'échéance, date de la demande. Et OK, pour montrer quelque chose, je vais remplir ça aussi. Montant approuvé, échéance approuvée et le taux d'intérêt. Voilà, je clique et ces données seront stockées dans la base de données. Vous voyez ici que le système fait tous les calculs nécessaires pour calculer les frais, pour calculer l'assurance vie, pour calculer le TVA, etc., etc. Et même le schéma de remboursement sera généré automatiquement pour le système. Ça veut dire, pour les agents, c'est plus nécessaire de faire ces calculs à la main parce que le système fait le automatiquement. Alors, on ne va pas saisir toutes les données, mais on peut aller au dernier onglet et on dit, OK, on est dans le flux de travail de notre nouvelle demande et on voit que le dossier se trouve à la première étape. Alors, notre agent de crédit voudrait avancer le dossier vers la deuxième gare. Et il dit, OK, j'ai fait tout mon travail et il essaye de cliquer ici. Mais on voit le système proteste. Le système dit, ah, attendez, vous avez oublié une chose. Vous avez oublié la lettre de candidature de votre client. Ah, chut, on a oublié ça. Ça veut dire que je dois faire mon travail. Je vais à notre petite bibliothèque des documents et je vais télécharger la lettre reçue de notre client. Voilà, lettre de candidature.
Je clique pour stocker ça dans la base de données et voilà, on voit que le système a téléchargé ce document, a téléchargé cette lettre dans le système. Ça veut dire que, comme ça, on a vraiment un bureau sans papier parce que c'est pas nécessaire d'avoir des paperasses sur son bureau. Non, tous les documents se trouvent en format digitalisé dans le dossier virtuel qui se trouve ici dans notre plateforme Argos. Alors, maintenant, nous avons fait notre devoir, on a téléchargé la lettre de candidature et maintenant on peut dire, OK, on accepte cette nouvelle demande pour une évaluation et je confirme qu'on a fait tout le travail de notre première étape. OK, le système a accepté ça et de nouveau, nous allons regarder notre flux de travail et on voit que le dossier a avancé à la deuxième gare, à la deuxième étape de notre flux de travail. Toutes ces étapes, toutes ces gares se trouvent dans la piste de notre agent de crédit. On voit aussi que l'étape suivante, c'est dans une autre piste. Une autre piste, ça veut dire qu'un autre agent de notre banque doit s'en occuper. Dans notre cas, ça c'est le superviseur. Alors, pour vous montrer, je vais me connecter comme superviseur. Et je vais chercher le dossier de notre nouvelle demande. Voilà notre dossier. Et on clique et je me trouve dedans. OK. Pour vous montrer de nouveau notre diagramme de flux de travail. Maintenant, on est ici et ça veut dire c'est la visite, rendre une visite au client. Alors, j'ai fait mon visite, j'ai écrit mon petit rapport et de nouveau, je vais télécharger ce document dans notre dossier. Voilà notre rapport. Et on voit que maintenant, on a deux documents qui sont téléchargés dans notre bibliothèque. Et le superviseur, il peut cliquer pour confirmer qu'il a fait le travail qui appartient à la troisième étape. Ça sert à quoi? Ça sert pour montrer dans l'historique de notre dossier qui a fait quoi dans quelle étape du processus. Sous l'onglet historique, on voit que l'agent a fait cette tâche à cette date, l'agent a fait cette tâche, deuxième tâche, à cette date, le superviseur a fait cette tâche, la visite au client, à cette date, etc., etc. Et comme ça, notre dossier va poursuivre son chemin jusqu'au terminus, jusqu'à la gare terminus de notre chemin de fer. Alors, cela, cet aperçu historique, ça c'est un autre avantage parce que ça donne de la transparence. Tout le monde sait où se trouve le dossier, ici, et qui a fait quoi pendant le processus parcouru. Donc, un autre avantage de notre plateforme, de notre flux de travail, c'est la transparence. Je crois que tout le monde comprend maintenant le principe
d'un flux de travail et je vais vous montrer quelques d'autres avantages de notre système. D'ailleurs, il y a la possibilité de changer de langue. Bien sûr, maintenant, notre système est français, mais c'est tout à fait possible d'afficher tous les écrans en anglais. De nouveau, je vais me connecter comme utilisateur super et l'utilisateur super peut faire tout dans le système et il peut tout voir. OK. Et je vais vous montrer une autre chose. On va prendre un dossier ici. On va au document et vous voyez dans ce système, il y a toute une série de documents qui sont téléchargés dans ce système. On a vu comment on peut télécharger des lettres, des documents dans le système, mais il y a aussi la possibilité de générer des documents d'une manière automatisée. Par exemple, ici, et ça c'est un exemple, je peux cliquer sur le contrat et on voit que dans ce cas-là, le système a créé un contrat à partir des données qui se trouvent dans le dossier du client. Je crois que tout le monde comprend le principe. Voilà l'adresse du client, le montant, l'échéance, taux d'intérêt, les frais, les remboursements, etc. Tous ces détails, tous ces éléments sont pris de notre dossier et s'affichent dans un document PDF. Ça veut dire que avec notre système, on peut générer des contrats dans une manière automatisée. Un autre avantage, c'est le scoring. J'ai déjà expliqué qu'un système de flux de travail automatisé est basé sur une base de données. Et cette base de données, c'est un trésor des données. Et l'analyse statistique peut donner des informations importantes pour le management d'une IMF, d'une banque. Mais ce qu'on peut faire aussi avec ces données, c'est de créer des scores. OK. Je vais vous montrer un exemple, un instant. Voilà, je prends un dossier qui est déjà signé. Et je vois la notation qui a été effectuée automatiquement par notre système de flux de travail. On n'a pas assez de temps pour entrer dans les détails, mais on voit que le système a calculé que la probabilité de défaut de notre client, de notre demande, est de 22%. Ça, c'est assez élevé. Sur la base des données saisies des états financiers, le système a aussi créé une notation Altman Z. Et ça, c'est une notation qui est complètement basée sur des éléments financiers. Et on voit que notre dossier se trouve dans la zone gray, en anglais, gris, dans la zone grise en français. Ça veut dire que la probabilité de défaut de notre client est douteuse, ça veut dire assez élevée. Alors, cette notation, je répète, ça se fait automatiquement par comparer les données saisies dans le processus d'évaluation de notre demande
et les données existantes historiques qui se trouvent dans notre base de données. Le système est complètement basé sur les principes de Big Data. Ça veut dire qu'il y a un apprentissage automatisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le système apprend, le système peut s'adapter aux nouvelles informations, aux nouvelles expériences qui arrivent. Je vous donne un exemple. Ici, ce dossier qui a été signé, qui a complètement clos, disons, ce dossier a été complètement remboursé par les clients. Maintenant, c'est à la banque d'évaluer ce dossier et on pose la question, est-ce que notre IMF, est-ce que notre banque est oui ou non content de ce client et de ce dossier? Et c'est très facile, il y a like et dislike. Et si je clique sur like, ça veut dire que cette expérience sera prise en compte par le système. Et le système, c'est apprend, hein, donc self-learning de cette expérience. Et notre modèle de notation sera modifié légèrement grâce ou à cause de cette expérience. Alors, je suis à la fin de mon exposé et je voudrais avec vous résumer les avantages de notre système, de notre plateforme de flux de travail. Et je répète, d'abord, il y a le respect pour les procédures. Le train doit suivre le chemin de fer. Il y a le respect pour les autorisations. Un agent ne voit que les tâches qui ont été attribuées à lui. Okay? Le management, la direction de la banque a une bonne vue d'ensemble de tous les dossiers, donc le nombre des dossiers, mais aussi de la charge de travail de chaque département et de chaque agent de notre organisation. Aussi, on voit un aperçu avec le temps de traitement pour chaque étape et pour chaque dossier, et ça permettra une approche et une analyse scientifique de la productivité et de l'efficience de notre IMF. Cinquième avantage, c'est le calcul automatisé pour le taux d'intérêt, les frais, le schéma de remboursement, etc., etc. Sixième avantage, c'est la dématérialisation. Ça veut dire le bureau sans papier. On a vu comment on peut télécharger des documents dans le dossier et comment on peut, parmi les autres agents, comment on peut partager un dossier. Huitième avantage, c'est l'analyse des données, l'analyse statistique qui donne des informations importantes pour la direction de la banque, pour la gestion de nos processus. Neuvième avantage, c'est la notation de crédit. La notation de crédit qui est complètement intégrée dans le système et qui se fait sans un effort. C'est complètement automatisé. Et le dernier avantage, c'est la génération automatisée des documents. On a vu l'exemple d'un document PDF, un document PDF qui contient, par exemple, le contrat qu'on peut
transmettre au client pour signature. Alors, j'espère que vous pouviez me suivre. Merci de votre attention. Et je suis prêt pour répondre à vos questions. Ok, bah merci André, merci à notre coach de natation pour la présentation pratique. Et pour conclure, nous devons retenir ceci. La transformation digitale présente des bénéfices précieux. On ne peut plus s'en passer. Toutes les étapes d'un processus de crédit peuvent être digitalisées. Il faut considérer des risques pour l'institution financière mais aussi pour les clients dans la digitalisation des processus de crédit. Digitalisation des processus de crédit est différent du crédit digital. Le crédit digital est un produit. La digitalisation des processus est une activité. La réingénierie d'un processus se fait bien lorsque l'on suit une démarche structurée, planification et mise en œuvre. Kate, je te repasse la parole pour les questions-réponses. Merci Bokar. J'espère que vous avez participé que vous avez suivi avec intérêt cette présentation. Nous passons maintenant aux questions et réponses. La première question que nous prenons, c'est celle de Madame Sylvie Eako qui dit « Je voudrais savoir si la digitalisation du crédit n'est pas de nature à mettre en mal la sécurisation du crédit, notamment la bonne appréciation de la capacité de remboursement, par exemple. » Monsieur Seka, vous pouvez nous répondre à cette question, s'il vous plaît? Merci, Kate. Je voulais donc répondre en disant qu'effectivement, au niveau le processus de crédit en lui-même qui est digitalisé ne vient pas en fait enlever l'essence de l'analyse ou de l'évaluation de la capacité de remboursement d'un client. Ici, ce qui est dit et présenté, c'est vraiment de pouvoir transformer les usages ou les façons de fonctionner qui sont manuelles et qui permettent de perdre du temps dans la décision d'un crédit, de pouvoir emmener tous ces processus-là vers du digital, de sorte à ce que l'ensemble du processus soit suivi, qu'on sache où il y a les boulots d'étranglement et qu'éventuellement les décisions, les éléments, les points qu'on pourrait activer pour que le processus aille plus vite soient mis en place. Donc, il ne s'agit pas de remettre en cause ou de remettre en cause le processus d'analyse de crédit, mais bien de pouvoir digitaliser, faciliter le suivi de ce processus-là. D'accord, merci, parfait. La question suivante que nous prenons, c'est celle-ci. Dans le processus d'analyse de crédit, il est important que l'analyse qualitative du client soit cruciale dans la suite du dossier crédit. Ne pensez-vous pas que cela constitue une limite aussi pour la digitalisation de tout le processus? Autrement dit, comment inclure l'analyse qualitative dans le processus de digitalisation du processus de crédit digitalisé? Ok, j'espère que Bokar? Oui, je peux prendre la question. Merci déjà pour la question. Ce qu'il faut retenir, c'est que le point de départ, c'est sur la connaissance même du client, c'est-à-dire le KYC, pour pouvoir faire un jugement qualitatif sur le client. Ensuite, c'est là où le bureau d'information sur le crédit, qui centralise un ensemble d'informations sur le client, est important. Et enfin, étant donné qu'on entre dans un cas où on parle de digitalisation, les données alternatives sur le crédit sont des informations qui sont obtenues à partir de sources de données non traditionnelles. Je m'explique, c'est-à-dire que ce sont des sources de données qui proviennent des réseaux sociaux, qui proviennent des paiements, et donc des paiements sociaux qui proviennent de l'assurance. Et en se basant sur ça,
on peut émettre un jugement qualitatif sur la qualité de ce client-là par rapport à un remboursement de crédit. Donc, il n'y a pas une limitation, au contraire, c'est le fait de pouvoir utiliser un ensemble de bases de données externes, non seulement l'usage de la base de données client, et si on prend le cas des IMF, pour être juste un peu plus précis, les IMF ont du mal à avoir une base de données client qui est solide, c'est-à-dire qui regorge d'informations clés pour pouvoir en extraire des informations qualitatives. Donc, le fait de digitaliser les processus de crédit, on a l'opportunité d'utiliser d'autres données externes qui nous permettent de mieux faire une analyse qualitative du client. Merci, Boka. Nous allons passer la parole à M. Koch pour répondre à cette question. La décision ou recommandation de l'outil de scoring sur le statut du dossier d'un client est-elle irrévocable? Par exemple, si l'outil de scoring classe le client comme risqué, l'IMF pourrait-elle quand même décider de lui prêter de l'argent? Pour rappel, un outil de notation ayant besoin d'un certain nombre de cas de défaut afin d'améliorer la précision de la décision. Monsieur Koch, vous avez la parole. J'espère que j'ai été assez claire. André? La question est très claire et bien sûr, la personne qui a posé la question a raison. Les systèmes ne prennent pas des décisions, c'est à la fin les agents de la banque ou de l'IMF qui prennent la décision. À mon avis, une notation, c'est plutôt un avis, mais ce n'est pas une décision. Et c'est à la banque ou à la IMF comment on va intégrer cet avis dans leur décision vis-à-vis de la demande de crédit. On peut dire, par exemple, et ça c'est vraiment un exemple, on peut dire si l'agent de crédit dit oui et notre système de notation dit oui, on peut poursuivre un parcours raccourci dans le flux de travail. S'il y a un conflit entre l'opinion de l'agent de crédit et le système de notation, donc on a oui et non, ça veut dire que notre dossier doit poursuivre un chemin plus sérieux et le dossier sera, par exemple, avancé vers un comité de crédit pour résoudre ce cas. Ce que je veux dire, c'est le système de notation, c'est seulement un outil, ça donne un avis, mais ce n'est pas la Bible ou le Coran, comme vous voulez. Merci, André. Nous avons malheureusement plus assez de temps. Nous allons prendre encore quelques questions, mais rassurez-vous, toutes les questions posées ici auront des réponses. Nous enverrons des réponses individuelles à tous ceux qui ont posé des questions. Nous prenons encore une autre question. Comment la digitalisation diminue-t-elle le risque de défaut de paiement pour les pauvres? Monsieur Seka? La digitalisation en elle-même ne vient pas réduire le risque de défaut de paiement, mais elle permet en fait de mieux analyser ou d'utiliser d'autres critères, comme M. Boka l'a expliqué tout à l'heure, pour s'assurer de la viabilité ou de la capacité de remboursement d'un client. Mais, comme on l'a dit, la digitalisation du processus de crédit vient en fait nous donner de nouvelles méthodes d'analyse ou de nouvelles méthodes de traitement. Elle ne vient pas changer les critères d'évaluation d'un crédit ou de l'accord d'un crédit qu'une institution a mis en place au début de son activité ou
dans le cadre de sa politique de crédit. Elle vient aider à améliorer le processus. Il faut que la distinction soit faite entre la digitalisation du processus de crédit et le crédit digital ou tout autre produit de crédit qui va être mis en place. Là, ce qu'on constate, c'est les lourdeurs, c'est les engorgements dans la décision de mise en place d'un crédit ou dans le retour qui doit être fait à un client. Et c'est tous ces éléments-là qu'on veut pouvoir lever en mettant en place des dispositifs beaucoup plus simples où toutes les tâches sont suivies et tous les boulots d'étranglement sont levés. Merci, Monsieur Seka. Prochaine question pour Monsieur André. Est-ce que la plateforme exposée a une interface pour les clients lors de la demande de crédit, car vous avez seulement exposé à partir de l'agent de crédit? Aussi, combien de temps prend en moyenne le délai de traitement à partir de cette plateforme? Et est-ce que le client peut avoir un tracking des étapes de son dossier? Alors, ce sont trois questions. D'accord, je reprends la première. OK. La première question, c'est est-ce que les clients peuvent avoir accès au processus? En principe, la réponse est affirmative. Oui, ça c'est tout à fait possible. Mais, si on donne accès aux clients, ça veut dire que le système sera exposé à l'Internet et ne plus à l'intranet de la banque. Alors, si on a ce type de système sur Internet, il y a beaucoup d'exigences au niveau de sécurité et la protection des données privées des clients. Comme nous travaillons souvent avec des petites IMF, leur système informatique, les serveurs, etc., ne sont pas assez protégés pour être exposés à l'Internet. Donc, ma réponse est, techniquement, c'est tout à fait possible. Nous avons des systèmes ici en Europe qui marchent comme ça. En Afrique, surtout avec les petites IMF, en pratique, ça sera difficile au début. Deuxième question, le processus, le temps de traitement. Bien sûr, la réponse est ça dépend, mais ce qu'on peut conclure, c'est que j'ai des chiffres pour une banque où on voit qu'on a pu avancer ou améliorer le traitement avec un ratio de 2,2. Ça veut dire que c'était plus de 2 fois plus rapide comme avant. Donc, il y a des améliorations considérables avec un système automatisé. Et la troisième question, j'ai oublié, aidez-moi s'il vous plaît. La troisième question, c'était est-ce que le client peut avoir un tracking des étapes de son dossier? En principe, oui. Une solution facile, c'est de déclencher des petits courriels, donc des emails ou des messages SMS à partir du système avec quelques informations qu'on a accordé votre dossier ou le dossier se trouve ici ou on vous envoyer le contrat demain, quelque chose comme ça. Donc, sans avoir accès au système, on peut informer le client à partir des courriels déclenchés par le système ou des messages SMS. D'accord. Merci, Monsieur André. J'espère que vous voyez tous à l'écran ce sondage rapide. Nous aimerions, s'il vous plaît, que vous puissiez y répondre afin que nous puissions nous améliorer pour les prochaines sessions. Nous allons prendre une dernière question et cette question-là, c'est la suivante. Laissez-moi voir rapidement.
La transformation numérique est-elle viable pour les IMF traditionnels, pour les institutions de microfinance traditionnelles? Parfait. Je ne vais pas répondre directement à la question, je vais donner des éléments et puis après on va tirer les conclusions. La transformation digitale en elle-même a pour objectif en fait de permettre aux entités, elle ne doit pas être un effet de mode, elle doit répondre à un besoin qui est confirmé. Et l'objectif en général pour aller vers de la transformation digitale, c'est de pouvoir, pour cette entité qui va dans le processus de transformation digitale, c'est de participer à l'augmentation de ses revenus et réduire éventuellement ses coûts. En s'appuyant déjà sur ces deux éléments-là, l'augmentation de revenus et la réduction de coûts équivaut normalement à une rentabilisation quelque part. Ensuite, la transformation digitale a pour vocation de participer à la mise en place d'une certaine interaction entre les clients, avec les clients, pardon, et ce qui permet aux entreprises, sinon aux institutions de microfinance, de pouvoir fidéliser leur clientèle parce que cette clientèle-là sent qu'elle compte. La transformation digitale permet également d'améliorer l'expérience client. Et cette expérience client-là, lorsqu'elle est améliorée parce que justement, j'ai demandé un crédit et que j'ai eu la réponse soit en 48 heures, soit en 72 heures, et ça m'a permis de régler un problème que j'avais dans les délais, je commence à développer un certain sentiment d'appartenance à une communauté vis-à-vis de l'institution financière qui m'a permis d'avoir ce crédit-là dans les délais. À partir de ce moment-là, la transformation digitale est viable pour n'importe quelle entité. Merci, parfait. J'espère que vous avez eu le temps à tous de pouvoir remplir ce sondage. J'aimerais également vous donner l'information que nous avons une formation qui sera lancée très bientôt, la formation en ligne Réussir sa transformation digitale. Formation en ligne Réussir sa transformation digitale, c'est une formation accréditée par l'Université du Québec en Outaouais. Et cette formation-là commence du 4 mai au 12 juin, mais vous avez la possibilité de vous inscrire dès maintenant pour les autres sessions. Pour plus d'informations, nous vous donnons l'opportunité de visiter notre site Internet ou encore de nous écrire à l'adresse suivante, kate.okwe@microsafe.net. Nous allons finir maintenant notre session. Nous sommes ravis d'avoir passé ce moment avec vous. Je rappelle que la vidéo du webinaire sera envoyée à tous les participants de la formation et nous prendrons également le temps de répondre à toutes les questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre ici. Merci beaucoup et excellent après-midi à tous. Merci à tous.